Merci. J'avoue que comme beaucoup de personnes, je crois, je ne suis pas très sensible, enfin je ne suis pas très à l'aise dans les hommages post-mortem, parce que je crois que parler de quelqu'un pour lui rendre hommage 20 ans après, j'ai un peu de difficulté. Parce que souvent, on ne fait pas tout à fait le deuil d'une personne lorsqu'on n'arrive pas à faire le deuil d'une époque, de ce moment. Donc, j'ai accepté volontiers, parce qu'il fallait que je me sente là, en tout cas, pour parler évoquer notre ami Tahar Djaout, quand Reski Metref me l'a demandé, mais j'avoue que je ne savais pas quoi dire. Hein. Et puis tout à coup, je me suis souvenu que j'avais écrit un texte qui aujourd'hui a 20 ans, la nuit même de la mort de Tahar Djaout, dont j'ai été, parmi tant d'autres, évidemment, en quelque sorte le témoin, puisque nous l'avons veillé durant toute la semaine à l'hôpital. Et pour la circonstance également, il était prévu, il était convenu, un moment, une dizaine de jours avant, que le Centre culturel français organise un débat, une discussion entre Tahar Djaout et Jean Pellegrini. C'est une table ronde que j'avais suggérée au directeur du Centre culturel, sachant ce que m'avait dit Jean Pellegrini, combien il aime le travail, l'œuvre et à la fois la personnalité de Tahar Djaout. Et malheureusement, Jean Pellegrini est arrivé au moment où Tahar Djaout était sur son lit de ce que sera sa mort. Et quand les amis de rupture nous ont demandé de rendre hommage, d'écrire un texte, donc j'ai publié ce texte que je n'ai jamais relu depuis, qui était un peu un journal de cette semaine de l'agonie de Tahar Djaout, que j'avais intitulé « L'agonie du figuier », car c'est le titre d'un des poèmes qu'il a écrit à 20 ans. Évidemment, ce texte est long, je ne vais pas le lire en entier, je vais simplement lire un certain nombre de passages qui rendent compte, avec l'émotion bien sûr, de la manière dont nous avons vécu ce moment, à la fois sur le plan de l'émotion et également sur le plan politique. En exergue du texte, j'ai placé cette phrase de Jean Pellegrini dans Ma mère l'Algérie, où il écrit ceci: « Il ne me reste que mes yeux, et c'est pour voir mon fils tué. » Mercredi 26 mai, 3e jour de Sirocco. Trop précoce cette saison. Ce matin encore, le matin d'un jour écrit, la bêtise et la haine se sont donné rendez-vous à leur heure quotidienne. Le scénario était prêt, et le plan toujours le même, tel un formulaire, un imprimé dont il suffit d'ajouter le nom pour qu'une poignée de balles arrache un père à ses enfants devant sa porte. Des noms à tuer, allongés comme dans un dictionnaire. À 8h30, devant son domicile, sur un parking ouvert au ciel, Tahar Djaout, poète, tombe foudroyé. Un nom à barrer, encore un, encore. Personne n'a rien entendu. Un silencieux, ou peut-être que les cigales ont dû à cet instant crier plus fort lorsque sa voiture sans lui a démarré. Je sais qu'il aimait ces vers de son frère en poésie, Hölderlin, au carrefour solitaire où meurtrière la douleur m'a terrassé. Adieu. Une flaque de sang peine à sécher sur le parvis d'une photographie de journal. Le sang sur l'asphalte, ça fait-il de la semence? Il gît maintenant à l'hôpital de Baïnem, au bas de cette belle forêt de pins, d'eucalyptus et de tuyas, entre la vie et la mort, au point noir du jour, dans un coma profond, paupières à peine levées, tête enturbanée de tuyaux où coule, comme le goutte à goutte nourrit la terre, des liquides de vie, du sérum, du sang, de l'encre d'espoir, aurait-il écrit. Et l'on devine ses yeux de myope tournés vers la pénombre. Une demi-nuit ombre sa chambre,
un intérieur regard dont on ne saura jamais rien. Nous, vous, moi, il est des rêves qu'il n'écrira plus. Passons vite, deuxième jour. Jeudi 27 mai, deuxième jour. À chaque heure, la radio en français, juste après l'annonce de la condamnation à mort des tueurs de l'attentat de l'aéroport, sinistre équilibre de la balance en effet, la radio dresse un bilan médical, ou du moins les graines, toujours le même. Stationnaire en danger, à 12h30, la voix brisée, hébété de Djahad à la radio, appelle aux démocrates à s'unir devant le désastre. C'est un peu le cri du tableau de Munch ou de Martinez. C'était d'ailleurs hier, mais c'est ici maintenant. S'ouvriront-ils à temps les parachutes, ou alors l'expression est déjà là trop tard qui nous attend dans la chute. L'après-midi, une longue litanie de déclarations, d'indignation, le gouvernement, etc., etc. Le soir, des appels de l'étranger, des amis communs. L'un, nous sommes tous concernés, que pouvons-nous faire? L'autre, je l'ai connu lors d'une rencontre avec Goethe Solo en Espagne, ce garçon si doux, un homme intelligent. Mais pourquoi lui? Que répondre à cette voix amie? Une voix d'exil qui sanglote au bout du fil. Terrible question, en effet. Je saute vite, évidemment. Vendredi 28 mai, troisième jour. Jour saint de toutes les écritures. En bas de l'hôpital, des enfants jouent. Les enfants de Gladerhof ne miment plus le naïf gendarme et l'enroué voleur comme dans les BD, mais le ninja contre l'Afghan barbu. Le clash est leur nouveau jouet. À 12h30, une lettre émouvante de la rédaction de la chaîne 3 qui se termine ainsi. « Tard, ne nous laisse pas. On a envie de lire ton prochain livre. » Mais il y a évidemment des livres qui sont déjà de papier mort. Tenir encore, encore, comme dans les romantiques de Nazim Hikmet, un jour égale une barre, encore, une, encore. Je saute, parce qu'il faut aller vite quand même. Samedi 29 mai, quatrième jour. Il est écrit dans le livre, puis Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, et qu'il sert de signe. Ce fut le quatrième jour. Le sien était d'un ciel moutonneux, ni gris ni bleu, et à la porte le sacrifice. L'association est trop facile pour qu'on l'oublie. À l'intérieur, il y a des amis. Les murs ne supportent plus leurs épaules fatiguées. Ils sont là, l'un, l'autre. Arrive l'ami Mimouni. On lit une lettre pathétique de l'écrivain Nordin et des témoignages qui arrivent, dont celui de Benadoga. Dimanche 30 mai, cinquième jour. Comme une obstination à vivre, résister, respirer encore, tenir avec les copains qui attendent en bas, qui croient. Je ne sais plus qui a écrit « Croire, c'est confondre les choses avec leur nom ». L'ami Butch de la Cinémathèque refuse de venir à l'hôpital. Il m'appelle. Laissons à ramper, je préfère garder de lui l'image de l'habitué de la Cinémathèque. Il faut vivre, lutter, travailler. Céder aux pleurs, c'est encore faillir devant le terrorisme. Aujourd'hui, il faut faire vite, faire lire l'œuvre de Djaoud. C'est le meilleur hommage. Il faut ressortir Rupture, il faut aider Derricks à faire son film sur Djaoud, etc., etc. Mais sa voix au téléphone est nouée. Il avait dit ce matin à la radio dans une interview « Je veux me battre, pas mourir ». À 19h à la radio, juste avant de clore le journal, j'entends une information que je découvre. Des terroristes ayant attenté à la vie de Tahar Djaoud ont été tués. Un autre arrêté. Son témoignage sera donné ce soir à 20h à la télé. Le soir, 20h à la télévision, je transcris. Je vais tout vous dire. Qui t'a donné l'ordre? L'ordre est venu d'Abdelhak Al-Ayada. Il a été transmis par Toufiq Brahim et Ahmed Ben Dakha. Ils ont alors joint Boubkar Ras El-Gharab
par l'intermédiaire d'Abdelkrim Aït-Toulousienne, Boubker vend des bonbons devant le groupe Tel à Bab-el-Oued. Que disait l'ordre de l'Aïada? L'ordre disait d'abattre un journaliste au nom de Tahar Djaout. Mais pour quel motif? Deux motifs. D'abord, il était communiste. Ensuite, parce qu'il a une plume redoutable, il s'est exprimé, et il sait s'exprimer, il influe beaucoup sur les musulmans. À quoi sert-il de reproduire ici tout le récit? On a peine à croire que cet abruti hébété puisse raconter ça comme s'il s'agissait d'un larcin. Servirait-il de rappeler que Djaout n'a jamais été communiste, quand on sait à quoi tient ce mot pour les assassins? Mais qui a tenu l'ordre de la balle qui a abattu Djaout? Lundi 30 mai, 6e jour. C'est aujourd'hui Aïd al-Adha, l'immortelle voix de Meheddin Bachterzi chantant le geste d'Abraham al-Khalil. Dans les mots, il y a ce verset du Coran: par le figuier et par l'olivier. Assassin, votre Dieu ne sera jamais le mien. Il y a des choses qu'aucun pardon n'éteint. Jean Pellegrini, arrivé ce soir de Paris, nous nous rendons immédiatement de l'aéroport vers l'hôpital, et ses yeux boivent Alger qu'il n'a pas revu depuis 20 ans. Dans la voiture, il me parle de Djaout, de Sidi Moussa, où l'un et l'autre ont vécu. Et il rappelle qu'un jour, à haute voix, il avait dit à Tahar, parmi tous les Algériens que je connais, tu es le seul qui ne t'emporte jamais. Ta voix est toujours calme, égale. À l'hôpital des présentations, quelqu'un dit spontanément, ah oui, Jean Pellegrini, je me souviens, l'Algérie, ma mère. Et on lui tend un plateau de macroute. Il y a des moments de dignité qui consistent à penser en ce lieu et en ce jour à offrir un plateau de macroute. Mardi 1er juin, 7e jour, Journée internationale de l'enfance. Suivent un certain nombre de citations sur l'enfance de Djaout. Un appel des scientifiques, intellectuels et écrivains. Des noms prestigieux côtoient les anonymes, des centaines et des centaines qui disent tout simplement halte au meurtre des intellectuels algériens, halte à tous les meurtres. Un mot d'Abdelkrim Djilali d'Algérie Actualité, parce qu'à l'évidence, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres dans le silence et la honte de nous-mêmes. Mercredi 2 juin. Le Seigneur, dans aucun de ses livres, n'a prévu de 8e jour à son calendrier. À 19h45, le cœur de Tahar Djaout a lâché. Tahar Djaout, l'homme est mort. On tourne lentement la plume avant de l'écrire. Le temps que montent aux yeux et le dégoût et la colère plus fort que les larmes. Le temps d'écouter le mot en soi. Il sera enterré dans son lieu natal à Oulkhou, près d'Asfoun. J'imagine ses yeux tournés vers la mer, pas ce morceau bleu quadrillé par son balcon de la ville, mais la mer nue, quand toutes les terres qui l'entourent ont disparu. Cette mer sur laquelle, j'imagine, ses yeux se sont ouverts pour la première fois. Il avait dit un soir à Grenoble, où nous étions invités par Nabil Fares, à une cérémonie consacrée à Kateb Yassine, je le cite, « Il faut toujours se méfier des hommages post-mortem. » C'est vrai, laissons faire le travail du deuil, et pour l'ami, pour le souvenir, pour l'écrivain, souhaitons le tri de la postérité. Miramar, 3 juin 1993. Merci Nono de la lecture de ce très beau texte que tu as fait. Ça me rappelle aussi que quand même, quand vous alliez à l'hôpital, vous étiez quand même aussi sous la menace, quand même, parce qu'à l'époque, tous les journalistes, tous les intellectuels étaient menacés, donc se rendre à l'hôpital chaque jour pour assister Tahar était quand même aussi très périlleux. Et on sent dans son texte toute l'émotion qu'il y avait
ces jours-là. Maintenant, je vais passer la parole à Souad Baba Issa, qui est la porte-parole du parti de la laïcité et de la démocratie. Vous n'avez pas connu Tahar Djaoud, je crois. Hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir connu Tahar Djaoud pour marcher sur ses pas. Je vais vous laisser la parole maintenant. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'il est très difficile de prendre la parole après Nordin sur ce beau texte. Et je le remercie parce que vraiment, j'aurais voulu pouvoir l'écrire dans les conditions dans lesquelles il l'a fait, mais en hommage à Tahar Djaoud, même si je ne l'ai pas connu. Mais il y a des choses que l'on n'oublie pas, parce que je sais que chacun et chacune d'entre nous dans cette salle, au cours de cette décennie 90, nous avons tous été touchés dans notre chair ou dans notre amitié. Et lorsqu'Areski Metref m'a demandé de participer à cette rencontre hommage, l'assassinat de Tahar Djaoud, maintenant déjà un idéal impérissable, j'étais très touchée qu'il pense à moi. Et heureuse aussi que l'ACB organise cet événement. Je tiens à les en remercier et je tiens à remercier Arès de son amitié et de sa confiance. C'est vrai, comment rendre hommage à Tahar Djaoud sans être torturé, épargné d'une période au cours de laquelle des milliers d'Algériens ont payé un lourd tribut. Nous rendons aussi hommage à l'ensemble de l'intelligence algérienne assassinée. Je ne redirai pas les noms qu'a cités tout à l'heure Areski, mais je voudrais rendre un hommage particulier à Mahmoud Bekouche, qui fut mon beau-frère, à Saïd Maqbel, à Boussebsi, à Abdelkader Amna, à Nabila Djahnin et à Katia Ben Gana. Et aussi, qui sont aussi aujourd'hui dans la salle, parce qu'ils suivent cette liste longue de gens à assassiner et qu'ils ont dû prendre le chemin de l'exil, d'être sur cette longue liste cauchemardesque. Et comme Primo Levi, je ne pourrai jamais nommer et citer les 200 000 victimes de la terreur islamiste en Iran. Pour chaque homme, chaque femme, enfant, parent, ainsi touché dans sa chair ou son amour, nous n'oublions pas ceux qui furent des lumières dans nos vies, malgré la béante absence. Lorsque Tahar Djaoud est assassiné en 1913, il a 39 ans. Journaliste, écrivain, poète, connu et reconnu internationalement. Et ses livres, ses articles et surtout poésie ont laissé une empreinte dans cette Algérie des années 80. Cette jeunesse qui savait encore lire entre les lignes quand la censure était une véritable et infernale chape de plomb. Je découvre comme Rachid Moumouni et cette nouvelle génération d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes de langue française, après Mouloud Raoul, Kateb Yassine, Mohamed Dib, Mouloud Mami, Assia Djebar, qui ont été les auteurs de conscience. Tahar Djaoud aurait pu être père, mon ami, lorsque j'arrive en Algérie en 1984. J'ai 23 ans. Il aurait pu les premiers pas d'une beurette dans l'Algérie post-indépendante, fraîchement débarquée de sa France natale. Amoureuse d'une Algérinaire, certainement idéalisée par son militantisme au parti où le leader politique s'interroge depuis 1964 sur le destin de l'Algérie. Où va la vie? Amour d'une jeune militante pour un pays qu'elle côtoie au des séjours familiaux des vacances d'été. Je quitte donc la France en panne d'ascenseur social pour sa jeunesse issue de l'immigration, avenir incertain où l'extrême droite et les violences policières bouffent encore et toujours de l'arabe. Au cours de ces années algériennes, j'ai rencontré Tahar Djaoud à travers ses articles, sa poésie. Il devient un proche compagnon. Il me permet de ne pas sombrer dans la folie. Il met des mots sur moi lorsque je comprends que je vis dans le plus grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Une société schizophrénique, hallucinatoire dans le discours et les comportements, les fausses corruptions, l'individualisme sont les fléaux de mon quotidien. La révolution s'est faite par le peuple pour sortir du joug colonial. Après 132 ans
de misère, d'oppression, de nation de l'individu. L'administration coloniale a rendu sujet et non citoyen. Révolution pour le peuple. Les dirigeants algériens vont 1000 fois trahir cette révolution. Et toutes les populations de Kabylie, des Aurès, de l'Algérois, du Tassili, les femmes, les jeunes, les hommes, comme les parvenus, les hommes de pouvoir sont uniquement préoccupés avec la pérennité d'un système politique corrompu et antidémocratique. Une minorité de privilégiés pille les richesses, détruit notre créativité, notre esprit d'initiative, confisque notre patrimoine culturel, notre liberté de conscience, annule notre liberté d'expression et nos velléités d'opposition. 50 ans après, le petit cireur de chaussures misé affamé de l'époque coloniale est devenu vendeur de cigarettes, bêtiste ou haraya. Taha Djaout m'a conforté dans ma vision de l'avenir politique et culturel de l'Algérie. Même pied sous terre, Boumedienne tue encore. Un monde très difficile a été été. Une dictature militaire au pouvoir et une dictature religieuse où les islamistes sont le fer de lance. Depuis les années 1970, ils tissent ensemble les liens de la pensée. Le système éducatif et universitaire a raison d'être, former des citoyens et des citoyennes émancipés et de raisonnement. Par l'arabisation et le contenu des programmes scolaires, elle sera l'arme de destruction massive de la jeunesse et de son avenir. Ils accentuent la question culturelle et identitaire par la spécificité arabe et musulmane et cautionnent le rôle de la modernité sous prétexte d'occidentalisation de la pensée afin de se montrer islamiquement correct. Ils décapitent les progressistes, les mouvements féministes et pulvérisent toute émergence de la société civile. Buveurs de bière et buveurs d'eau Zemzem se côtoient et s'affrontent dans cette société faussement laïque. Deux modèles de société se donnent. La famille qui avance, comme le dit Taha Djaout, modernité qui permet aux citoyens d'être libres dans sa vie, qui considère que la religion est une affaire privée. La famille archaïque et obscurantiste, qui idéologise la religion à des fins politiques. L'individu est assujetti à la Oumma, il est un islamiste correctement fréquentable. La famille qui avance, la mère, l'épouse, la sœur qui a la liberté, à l'émancipation, à l'égalité, le mari et le frère se compromettre avec la famille qui recule. Pour dominer les femmes, au nom du respect de leur spécificité culturelle, de l'islam, il les drape du voile de la sous-citoyenneté et acte la loi de son infériorisation à vie par le code de la famille, code de l'infamie. La famille qui recule gagne sa première bataille politique contre l'universalité des droits et psychologique contre la famille qui avance. La décennie noire, c'est l'auto-da-fé algérien, les mêmes schémas qu'en 1933 en Allemagne nazie lorsque se développent les persécutions organisées et mises en œuvre par les étudiants allemands sous la direction des troupes SS de la Wehrmacht qui visent essentiellement les écrivains juifs, marxistes ou pacifistes contre les Allemands. Des dizaines de milliers de livres sont publiquement jetés au bûcher. En 1993, en Algérie, les islamistes ont remplacé des livres par des vies humaines contre l'esprit non musulman. Ils ont décapité les têtes pensantes, ils les ont assassinés. 20 ans après l'assassinat de Djaout, alors qu'une nouvelle génération a vu le jour, comme dans son livre Les Vigiles, la confrontation de la famille qui avance et de la famille qui recule demeure. La religion est la guillotine de l'émancipation, et je crois qu'il n'y a pas d'alchimie heureuse entre la religion et la politique, et dans notre cas, entre l'islam et la politique. Alors que la population algérienne a refusé de se plier aux diktats des islamistes, à leurs ultimatums, les femmes et les hommes ont continué à envoyer leurs enfants à sortir, à survivre malgré la haine des islamistes à l'égard d'une population civile. Voilà l'exemple d'un peuple en marche. Le président Kia, lui, a dépossédé cette société civile et la population algérienne dans sa résistance active et de sa victoire sur les assassins, qui depuis ont renforcé leur pouvoir dans les institutions et au sein de l'armée. La décennie sanglante sera un traumatisme indélébile. Les flots de sang de la guerre contre les civils n'ont pas encore tari. Les familles meurtries, anéanties par la perte d'êtres chers sont encore endeuillées. Déjà, la posture de l'État algérien
qu'on sent au bourreau de marcher la tête haute, de se pavaner et de jouir davantage de subsides, comme s'ils avaient livré une bataille contre l'envahisseur. Tandis que les martyrs sont 6 pieds sous terre, les familles se terrent. Humiliation suprême, la loi impose l'omerta aux victimes. Il aurait intimé de se taire. Au niveau du pouvoir, au niveau de ce pouvoir, ce n'est plus une erreur, c'est un vrai choix politique. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous dans cette société qui s'est enfoncée dans la nuit? Nos vies se sont suivies. Les Algériennes et les Algériens tentent de survivre. Nombre d'entre nous ont été contraints à l'exil. Il est vrai qu'en 1993, lorsque Tahar Djaoud, Abdelkrim Djahad, Reski Metref crée l'hebdomadaire Rupture avec un S, il est pour moi surtout question de la double rupture qui reste une question d'actualité. La rupture avec ce système corrompu, la rupture avec la matrice idéologique de l'islamisme qui nous enfonce encore un peu plus chaque jour dans l'obscurantisme. Alors, je voudrais simplement rappeler que les jeunes générations en Algérie doivent connaître la vérité sur la décennie noire. Elles sont les victimes de l'incurie d'un État criminel ayant falsifié l'histoire, bradé leur avenir. Ces jeunes générations subissent tous les dommages collatéraux des choix politiques et de la religiosité étouffante de l'islamisme. Notre devoir de mémoire, notre devoir aujourd'hui à toutes et tous, notre devoir de citoyens et de citoyennes, que nous soyons d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, c'est de construire avec les générations futures une société respectueuse du principe d'égalité, mais surtout d'ouverture d'esprit et de raisonnement, comme l'a écrit à maintes reprises Tahar Djaoud dans ses livres. Merci. Merci Soad. Si l'Algérie qui a assassiné Tahar Djaoud n'est pas encore morte, l'Algérie de Tahar Djaoud est toujours vivante, on l'entend dans tes propos, je t'en remercie. Maintenant, je vais passer la parole à Farid Mamri, qui est poète, traducteur aussi, hein, qui est adaptateur et aussi qui est peintre. Il a sa dernière exposition, je pense, c'était Fragments de mémoire, c'est bien ça. Donc, comme Tahar Djaoud, tu t'intéresses à multiples expressions artistiques, la littérature, la poésie, la peinture. Donc, je vais te laisser la parole. Tu as un micro à côté de toi. Oui, parce que donc, justement, la dernière rencontre que j'ai eue avec Tahar Djaoud, c'était à la radio. Nous avions parlé de choses et d'autres, de poésie essentiellement. Et parce que Tahar est un poète, je pensais lui rendre hommage en proposant un texte que j'ai écrit comme une sorte de puzzle sur cette Algérie de la mémoire. La tasse est vide, le cendrier est plein, la fenêtre ouverte et la lune sème de réverbère. Tu es là, présence incertaine qui habite ma mémoire, comme un sourire d'enfant qui devine le regard le soir. Et je me demande si les promesses ont toujours cette couleur d'encre indélébile. Il se fait tard dans mon rêve, et j'attends quelque part qui ressemble à l'ivresse de la première fois. Il n'y a pas d'heure pour le délire, juste des prétextes. La lumière et le soufre et l'intelligence du charbon. L'alcool aidant, nous avons dessiné des aurores boréales. Cailloux perdus, nous avions des rêves de pavés. Nous ne savions pas alors la morsure du présent. L'angoisse ou autre chose au bout des doigts que la lèvre et la dent essaient de conjurer. J'avais 1000 choses, comme autant de mots, en guise de rose, contre les signes étranges. Et la musique de nos désirs au plus fort de la barbarie, amnésie, tempo, amnésie. Dans les brouillards livides ou d'inquiétants spectres, salut l'orgie barbare des bêtes immondes jamais repues, du sang innocent, tempo, amnésie, tempo, Algérie, que vaut ta peau, tendance.
tes rêves, il n'y a pas de trêve à toutes les détresses. Comment se fait le lendemain quand on sacrifie la beauté à l'impasse des slogans? J'ai vécu d'intenses déserts pour d'improbables oasis et d'incroyables mirages dans l'océan de mes contraires. Je suis pied aux orages quand les ténèbres semblaient durables, abrité aux humbles présages des promesses innombrables. J'ai attendu mes jardins, mes amis, hors tempête, rescapés. Soirée de vagues encens et de nouvelles se marquantes, la vie est une offrande au démon du sang. Vagabond, sans viatique, j'erre de rêve en rêve sans jamais trouver le portique où reposer mes sandales étoilées. Repu de nuit sanglante où le fruit désespère, j'ai soif, soif d'amours ouvertes sur la seule force d'être, soif de rêves debout et d'innocence au grand jour, quand l'appel du matin défigure le silence. Soirée de vagues encens et de nouvelles samarcandes, la vie est une offrande au démon du sang. À vous dont je sais les rires et les prénoms, j'ai tant vidé mes yeux que je ne sais plus le sens des larmes de mon pays. J'ai tant perdu d'amis que je ne sais plus le sens des choix tissés et du pardon. J'ai si peu vécu que m'émeut de solfège à l'heure des grands sacrilèges. Mes amis, ma détresse, quel que soit le jour qui nous blesse, soirée de vagues encens et de nouvelles samarcandes, la vie est une offrande au démon du sang. Nous avions des rêves, comme un bleu de ciel sur la grève de l'orage fini, comme un pain qui lève, simple rituel de gestes bénis. Nous avions des rêves, de rires pluriels, comme enfin la trêve, bout de tunnel, comme un regain de sel, bout de dégel. Nous avions des rêves comme un chant duel, que n'a pas terni la nuit qui s'achève. Soirée de vagues encens et de nouvelles samarcandes, la vie est une offrande au démon du sang. Nous avions des rêves. Qu'en reste-t-il à nous, susciteurs de l'espoir, quand une mer boabile est au rendez-vous des répliques? Tu m'as appris une façon de rêver, les yeux ouverts sur la mutilation. Ton absence était un silence incandescent. Des complaintes pour l'au-delà parsèment la ville dénudée. Je veille avec les chiens, les mystiques embrasés. La lune, symphonie de réverbère, se désintéresse de la brume. Ma jeunesse est passée, comme un jour sans tendresse. L'amertume me tient la manche, et ne la lâche plus. Notre attente est un deuil qui commence, quel que soit le jour qui nous blesse. D'avril amer à septembre frémissant. Merci. Merci Farid pour ce beau poème en hommage de Tahar qui aussi luttait contre l'aphasie et l'oubli. Maintenant, je vais passer la parole à Rachid Messaoudi, qui est prêt. Vous êtes allergologue de formation, poète, romancier, et vous avez surtout écrit un roman, enfin vous avez écrit plusieurs romans, pardon, mais un roman qui s'appelle Un Algérien au paradis, voilà, qui est sur la table là-bas, qui est une fiction qui se passe pendant le coma de Tahar Djaout et qui revit des moments forts de sa vie, qui se confronte un petit peu avec l'histoire du pays. C'est ça. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Si ça fonctionne, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux que cela. Il y a à peu près la même génération qui se retrouve ici pour remémorer un petit peu tout le désastre que notre pays a vécu à travers l'assassinat malheureusement symbolique de Tahar Djaout. Je n'ai pas eu le privilège de bien connaître Tahar Djaout, mais j'ai imaginé un petit peu ce qui se passait dans sa tête de personnes blessées sur son lit d'hôpital pendant 8 jours. Donc pendant tous ces 8 jours, j'ai imaginé un petit peu ce qu'il pouvait penser et je l'ai fait revivre à travers ce livre qui s'appelle Un Algérien au paradis,
parce que, qu'on soit croyant ou pas, le paradis reste un symbole de l'après-vie pour tout le monde. Chacun le prend à sa manière. Je vous dispenserai de ce que j'ai pu écrire sur Taha Jaout comme poème très puéril à l'époque où il a été assassiné, parce que quand on parle de Tahar, le prénom à lui seul évoque la pureté. Tahar, ça veut dire pur. Quand je l'ai un petit peu approché de discuter avec lui, toute cette timidité, etc., m'a énormément touché. Quand j'ai appris sa mort, qui coïncidait avec le sacrifice du mouton, j'ai fait une association qui m'a terriblement touché. La mort de Taha Jaout a été pour moi le déclenchement d'une petite scène Barthélemy vulgaire qui commençait à lessiver l'Algérie de toute son intelligence et surtout de toute cette force intellectuelle qui commençait à germer. Donc c'est une des braises un petit peu du milieu culturel algérien qui commençait à reprendre naissance avec l'espoir donné par l'arrivée de Boudiaf et tout cet effort pour nous qui seront toujours de mauvais élèves, ils ne retiendront pas la leçon. Quand on parle de l'assassinat de Taha Jaout, il est évident que la main qu'il a assassinée, c'est une main d'imbécile, d'anencéphale, de rétrograde, d'antinational, etc. On peut coller toutes les étiquettes qu'on veut. Mais ce qui nous intéresse maintenant, et peut-être que l'histoire le dira un jour, c'est les ordonnateurs, les gourous qui ont décidé de l'assassinat de cette intelligence et de cette plume prometteuse pour notre pays. Je ne suis pas très bon orateur, j'écris mieux que je ne parle. Je souhaite que certains pourront, si ça les intéresse, lire ce livre, écrit avec toute la sincérité qui se doit à la hauteur de l'homme, qui forcera notre respect à travers ses écrits. Et j'en veux pour preuve, j'ai lu son livre posthume qui m'a énormément fait pleurer comme un enfant. Et j'en pleure encore. Je remercie cette assistance et je souhaite, enfin, une vie, disons une vie posthume peut-être, enfin en tout cas une mémoire entretenue autour de ce grand personnage. Merci beaucoup. Merci Rachid. Alors maintenant nous allons passer, on va donner la parole à Taha Jaout. Mais avant, je vais vous expliquer un petit peu la suite de ce colloque. Kaliam va nous lire des poèmes de Taha Jaout. Kaliam qui est là, va monter sur scène, mais voilà, va monter sur scène nous lire des poèmes de Taha Jaout. Ensuite, Kader Rabia, qui est comment dire, le fondateur avec Sonia de Convergence, va venir avec une équipe qui a traduit 2 poèmes de Taha Jaout dans différentes langues et vont nous lire l'un derrière l'autre les poèmes traduits dans différentes langues. Et entre les deux, Nathalie Claude Yahyaoui va venir nous lire un poème de Kamel Yahyaoui qu'il a écrit pour Taha Jaout. Justement, un poème de, et oui, un poème de Maximilien avant. Oui, excusez-moi, il y a un poème de Maximin, pardon, un poème de Maximin qui va être lu par Kaliam. On a marqué Malika, mais son nom d'artiste c'est Kaliam. À propos de Kamel Yahyaoui, justement, il y a une exposition dont il a dirigé, le directeur artistique de l'exposition, qui est à l'ACB, où des peintres, une vingtaine de peintres, ont rendu à leur façon hommage à Taha Jaout. Cette exposition dure jusqu'à la fin du mois de mai, je crois, à l'ACB. Donc, jusqu'au 2 juin. Donc, jusqu'au 2 juin, cette exposition aura lieu à l'ACB. Donc, vous pouvez venir voir les œuvres que les artistes ont faites en hommage à Taha Jaout. Voilà. Oui, je te laisse parler. Daniel Maximin, qui est cet écrivain caribéen, comme il se définit, qui a bien connu Taha Jaout lorsque Jaout habitait à Paris, qui a tenu absolument à participer à cette rencontre, mais comme il n'était pas présent, il nous a envoyé un texte qu'il a souhaité qu'on lise, qu'on va lire Malika. Donc, merci.